cet après-midi, nous démarrons avec la deuxième table ronde qui porte sur le mécénat en nature et le mécénat de compétences, laquelle session va être modérée par Madame Yaël Aferia, directrice de l'Association française de fundraisers. Il s'agit d'une association qui, depuis 20 ans, fédère des professionnels de la collecte de fonds de tous les secteurs d'intérêt général, que ce soit action sociale, action humanitaire, enseignement supérieur, recherche, culture ou environnement. Cette association a pour vocation d'être un lieu de rencontre et de partage de bonnes pratiques, tant sur le plan éthique que technique. Madame Yaël Aferia. Merci. Merci à vous. Je vais vous laisser le meilleur micro parce que vous allez parler plus que moi. Donc, je suis ravie d'être là pour la deuxième édition des rencontres du mécénat. Merci à UNESCO de m'avoir invité à revenir et à animer de nouveau une table ronde. Je suis ravie également d'avoir dans la salle des participants à la formation que nous avons organisée à la Fondation Culture Création durant les 3 derniers jours. Donc merci à eux d'être ici. Je vais démarrer en présentant les intervenants qui ont accepté de venir exposer leur expérience autour du sujet mécénat en nature, mécénat de compétences. Donc Madame Geneviève Douillon, qui est directrice de la Fondation Compaïti. Une fondation créée il y a 3 ans à l'occasion du 15e anniversaire de Compaïti. Vous étiez auparavant professeur d'anglais. Vous avez écrit également des livres pour enfants. Et donc l'action que vous menez aujourd'hui au sein de la fondation est de soutenir l'éducation des jeunes à travers les technologies de l'information. C'est correct. Voilà. Bon, ce qui vous lie sur les technologies à Monsieur Patrick Attier, qui est lui titulaire d'un diplôme en ingénierie électronique, beaucoup d'autres choses, master, je vais passer rapidement. Et vous êtes donc cofondateur et directeur de l'école supérieure Infotronique d'Haïti, qui accueille près de 900 étudiants par an. 700. Ah, j'ai gonflé un peu les chiffres. Vous êtes donc vice-président également de la fondation Innov-IT que vous avez créée. Et vous avez créé cette fondation pour formaliser vos activités de mécénat, ce que vous allez nous expliquer par la suite, et tout ça sur l'angle de la formation et de la sensibilisation des communautés défavorisées. Est-ce que c'est bien ça? D'accord. Flavie Deprêtre, qui est ici, qui est venue de Paris spécialement pour les rencontres, qui est aujourd'hui consultante en stratégie de mécénat et qui travaille également à la plateforme au site Care News. Elle a travaillé durant quelques années au mécénat du groupe Doublé, et c'est cette expérience qu'elle partagera avec nous puisqu'elle a eu l'honneur de recevoir l'Oscar Jacques Rigaud de l'Amicale sur le mécénat culturel pour la stratégie qu'elle a montée pour l'entreprise Doublé. Monsieur Maton, qui est président, directeur général de la manufacture de peinture Matpar, bien connue ici, nous exposera également ses expériences, principalement autour du mécénat en nature. Et Bernard Chancy, que j'avais eu l'honneur d'avoir également à ma table ronde là, en 2013, est PDG, sa société a changé de nom entre-temps, puisqu'à l'époque c'était LGL, et qu'aujourd'hui il s'agit de Génie Conseil, société en expertise ingénierie. Voilà, et vous êtes impliqué dans le mécénat depuis de nombreuses années, et vous allez nous raconter tout ça. Donc, avant de céder la parole à nos intervenants, j'aimerais juste poser un peu des définitions, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde mette les mêmes choses derrière les mots de mécénat en nature et de mécénat de compétences. Je ne vais pas être trop longue, mais je voulais juste donner une définition brève. Donc, le mécénat en nature ou de compétences est l'une des possibilités offertes à un mécène entreprise, et cela consiste à apporter non pas des financements en numéraire, mais des moyens, produits ou services pour une cause, une organisation qu'on souhaite soutenir.
Alors en France, on parle beaucoup, je suis française, donc désolée, je vais faire référence à ce qu'il y a autour de ce concept de mécénat de compétences en France. J'ai pris une citation que j'ai trouvée sur le site de la Fondation de France, qui dit « En se tournant vers le mécénat de compétences, l'entreprise contribue à nourrir sa culture et à décliner ses valeurs. Elle offre aussi l'occasion en interne de renforcer la fierté d'appartenance, de réunir ses collaborateurs autour d'un projet commun, solidaire et fédérateur. » On verra si ça fait écho également ici, ces concepts-là. Donc nous avons ici autour de la table des acteurs qui ont des politiques et des pratiques très différentes. Certains ont une stratégie bien pensée, d'autres en font... c'est dans leur ADN, mais voilà, ils en font sans avoir forcément mis des mots derrière tout ça. Et c'est cette diversité qui fera, je l'espère, la richesse de nos échanges. Alors j'aimerais démarrer en vous demandant finalement d'expliquer concrètement ce que vous faites chacun autour de ces sujets, comment ça se traduit concrètement dans vos actions et finalement aussi les motivations et enjeux qu'il y a derrière. Je vais commencer par Ladies First, par Madame Douillon, pour voir un peu ce que recouvre chez vous au sein de la Fondation Compaïti, le mécénat de compétences et le mécénat en nature. D'accord, merci beaucoup et bonjour tout le monde, bonsoir. Sans être trop long, je pourrais dire que notre fondation a commencé avec d'abord un projet qui était technologie et avenir, éducation, technologie et avenir, à installer des laboratoires informatiques dans certaines écoles. Pour ce faire, on avait un argent de fonds qui était divisé en primes que nous avions reçues de partenaires. Et cette rafle nous a permis de faire une levée de fonds. Et c'est avec cette levée de fonds et la participation de techniciens, de matériel et d'équipement de la Compaïti que nous avons mis 8 laboratoires informatiques en route. Bon. Après cela, nous avons reçu de Haïti Futur, qui est une association franco-haïtienne, des tableaux numériques informatiques. En fait, nous entrons directement dans la technologie au service de l'avenir, qui est notre slogan. C'est pouvoir utiliser la technologie et la mettre au service de ceux qui n'auraient pas nécessairement accès à cette technologie. Donc, avec les tableaux numériques, ce que nous avons fait, don de nature et également formation des profs. Dès qu'on rentre en technologie, on est en numérique, on est en digital, il faut rentrer en formation des profs, suivi avec les professeurs. Développement de matériel pour pouvoir utiliser. Bon, sur base de fonds, je crois que c'est l'essentiel des opérations, des activités que nous avons eues à l'externe. Nous sommes basés, j'ai entendu ce matin parler du triple P, le Profit, People et Planet. Bon, notre triple P rentre également dans notre stratégie. Nous agissons à l'interne, ce sont les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous faisons de la formation à l'interne avec nos employés en termes de leadership, en termes de gestion personnelle de tous les jours. Nous avons une pépinière d'entrepreneurs, nous avons un club Compaïti. Donc l'idée est de faire un renforcement à l'interne pour valoriser cette expérience comme employé à Compaïti, quelle que soit la durée de cette activité. Bon, et puis nous avons pour la planète, si on pourrait dire, des projets qui ont une plus grande envergure. Nous avons discuté de Corée étudiant, qui a été un projet qui a permis à plus de 11 000 étudiants de l'Université d'État d'Haïti de recevoir, d'acheter, avec une somme d'argent qui leur avait été donnée par le gouvernement, de mettre un peu de cette somme pour acheter un ordinateur, un laptop. Donc, près d'entre 11 et 12 000 étudiants haïtiens ont pu obtenir un laptop. Nous travaillons maintenant un projet de Corée professeur, Corée éducateur, pour permettre également à des coûts moindres aux éducateurs, aux professeurs, d'obtenir de la technologie à un prix où ce ne serait pas nécessairement possible sur le marché. Et bien sûr, c'est pas du don en nature à proprement parler, c'est des tarifs préférentiels. Des tarifs préférentiels accompagnés de programmes de formation pour l'utilisation de ces équipements. Et un suivi. Et les programmes de formation sont délivrés gracieusement par vos salariés, par vos techniciens? Par la Fondation Compaïti. Par la Fondation, d'accord.
qui met à disposition des salariés de Compaïti. Souvent, nous avons des installations techniques. Nous avons besoin des techniciens de la Compaïti. Nous avons besoin d'équipements, de câbles, de ragnures, un peu de contribution. Oui. Et puis, nous faisons des levées de fonds entre nous qui également sont investis à la Fondation Compaïti. Très bien, merci. Est-ce que, je vais poursuivre avec les femmes, excusez-moi. Flavie, est-ce que tu pourrais échanger, merci beaucoup, est-ce que tu pourrais échanger avec nous sur ton expérience au sein de Doublé? Bonsoir. Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que Doublé, c'est une entreprise de signalétique. Donc, ils impriment des autocollants pour les vitres, ils font du branding pour les magasins, ils font également du mobilier urbain. On résume souvent en disant qu'ils impriment tout sauf du papier. Donc, quand on fait du mécénat de compétences et en nature chez Doublé, ça concerne uniquement ces matériaux. Et c'est une entreprise qui a toujours fait don de ses prestations. C'est juste qu'on ne mettait pas forcément le terme de mécénat dessus. Par appétence et aussi parce que ça collait au cœur de métier, c'est une entreprise qui aide depuis plus d'une vingtaine d'années des artistes, des institutions de la région. Et les choses se faisant, le nombre de projets a augmenté. Et on s'est retrouvé au début des années 2000 à faire le choix de se concentrer sur un certain domaine d'intervention pour être plus efficace. Et c'est comme ça qu'on a choisi de soutenir l'art contemporain. Et donc on a 2 projets par an qui sont des projets phares assez exceptionnels. On les choisit de manière à impliquer plusieurs membres de la société, des collaborateurs qui couvrent des champs assez différents, que ce soit les ouvriers des ateliers, les cadres, les chefs de projet. Donc on a 2 projets par an qui à chaque fois donc, utilisent les matériaux produits par la société et surtout les compétences des collaborateurs. À titre d'exemple, on a fait une fresque géante en street art à Paris, ça a été un gros défi parce qu'il y avait plus de 800 mètres carrés de bâches qui a été découpée pour que l'artiste puisse peindre au pochoir. On a recouvert la citadelle d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, en trompe-l'œil. On a entièrement recouvert de bâches et de matières plastiques un hôtel particulier parisien dans le cadre d'une campagne d'artistes qui levait des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc c'est vraiment au cœur de nos métiers, au cœur des matériaux qu'on utilise. Et c'est 2 gros projets par an en moyenne et des aides ponctuelles, mais beaucoup plus locales. Qui représente un budget d'à peu près combien pour... Alors, je suis mauvaise élève parce qu'en plus, j'ai un budget qui varie selon les années. Donc, je vais à l'encontre de ce qu'a dit M. Braun ce matin. Les projets varient entre... La moyenne, c'est 20 à 50 000 euros par an, mais c'est en coût de revient. C'est pas en prestation, c'est pas le prix de la prestation payante. C'est facturé exactement. C'est le coût des matériaux, le temps qui passent les personnes. En évaluation, on a bien sûr une limite, mais sur des projets coup de cœur, ça peut monter à 80 000 euros. Et après, on fait aussi des petits projets à 300, 400 euros. Mais voilà, ceux-là, je ne les inclus pas trop dans mon discours, mais ils existent vraiment. Voilà. Donc l'axe qui a été pris, c'est vraiment les projets exceptionnels pour montrer vraiment l'étendue de votre expertise sur des choses que vous ne faites pas traditionnellement. Des bâches aussi géantes, etc. Non, heureusement qu'on n'en fait pas tous les jours. Non, en fait, je crois que le fait que ça soit exceptionnel, ça permet non seulement de donner un caractère spécial à ces projets qui sont inclus dans un planning de production. Donc, si on n'en parle pas, ça pourrait tout à fait passer pour une commande normale. Et donc, il est quand même important d'expliquer pourquoi on fait du pro bono et leur donner ce caractère assez exceptionnel. Je pense que ça motive aussi tous les gens qui travaillent dessus. Parce que sinon il y a beaucoup de 70% je crois du chiffre d'affaires vient des collectivités territoriales, donc c'est des banderoles, des barrières, et c'est sûr que travailler sur une fresque géante, ça a un petit côté un peu plus sexy, et je pense que ça mobilise un peu plus les collaborateurs. Plus motivant pour les salariés. Exactement. Ouais. Très bien. Ouais. Merci. Oui, je vais passer la parole à Monsieur Chancy pour qu'il nous expose donc son expérience du sujet. Eh bien, nous parlerons fort.
besoin de micro. Donc, au sein de votre entreprise, ça fait de nombreuses... Alors, donc, l'entreprise qui était une entreprise, une filiale canadienne est devenue 100% haïtienne. C'est une valeur que vous aviez déjà, vous avez eu depuis toujours au sein de votre entreprise, le mécénat. Bon, à la limite, je crois qu'on pourrait dire que je fais partie de ceux qui ont ça dans l'ADN. Donc, j'avais rencontré une certaine adhésion de cette approche ou cette vision de faire les choses à travers mes collègues canadiens et mes collègues haïtiens aussi au sein de LGNSA. Et on a gardé cette même vision, cette même approche de notre métier au sein de la nouvelle société. Et là, on peut peut-être plus facilement parler de notre approche, puisque en fait, nous sommes presque tous associés dans la firme Génie Conseil. En fait, il y a 9 associés fondateurs, mais on vient d'ouvrir l'actionnariat à l'ensemble des employés. Donc, je pense qu'avec le temps, presque tous les employés seront des associés de la firme. Et donc, participeront de cette façon également à cette vision que nous avons d'exercer notre métier. Donc les services que nous vendons sont des services que nous vendons à la société, à travers des institutions, qu'elles soient des institutions étatiques. Bon, il faut essayer de vous rapprocher aussi un peu, il y a de la place. Venez vers l'avant, ce sera plus simple si vous voulez bien. On va avoir du mal à crier. Donc, pour bien faire notre métier, nous savons qu'il faut qu'on se rapproche des bénéficiaires, que les bénéficiaires comprennent et acceptent les interventions que nous faisons. Alors, ça nous amène à échanger avec eux et d'aller au-delà des services pour lesquels on est directement payé. C'est une façon de mieux asseoir notre intervention, mais également de mieux participer au changement de la société, puisque nous sommes sur des projets de développement, des projets structurants. Plutôt des projets d'urbanisation Bon, en fait, nous sommes dans les infrastructures tout azimut. Alors, ça nous amène parfois, je prends cet exemple, donc à Croix-des-Bouquets, au village de Noailles, à apporter notre expertise pour développer le réseau d'alimentation électrique qui était inexistant. Oui, on avait un contrat pour intervenir au niveau de la communauté, mais on est allé au-delà et nos employés, disons, se prêtent volontiers à ce concours additionnel que nous acceptons de donner, en fait, en temps d'intervention, en logistique, de support. Ils s'y prêtent vraiment tous volontiers. Bon. Peut-être l'exemple à donner, c'est le Forum transculturel d'art contemporain que nous soutenons depuis l'année 2000. Et cette année encore, s'est tenue la 7e édition. Bon, je préparais en fait le support dans mon bureau, puisque c'est une activité parallèle à mon activité professionnelle. Et j'ai des employés qui m'ont dit, mais on a entendu parler du support, tu ne nous as rien dit, je veux être dans la logistique, il y a des chauffeurs qui sont disponibles. Donc ça fait partie effectivement de la vie de la société. J'ai envie de s'impliquer. Il faut quand même qu'on essaie de contrôler un petit peu. Et donc c'est sur du temps disponible, du temps où les ressources sont sous-utilisées, donc on peut les utiliser à ce moment-là à d'autres fins. Et c'est un petit peu comme ça qu'on développe au fur et à mesure. On arrivera peut-être à le codifier et à en faire une politique d'entreprise, mais pour le moment, ça fait partie de notre approche. Du coup, comment vous mesurez un peu le budget alloué à ça? Est-ce qu'il y a une façon de valoriser le temps des salariés? De toute façon, dans notre façon de fonctionner, le temps des employés est comptabilisé, l'utilisation des ressources est comptabilisée. Donc si ce n'est pas affecté à un projet, c'est forcément compté ailleurs. Donc c'est facile pour nous d'en faire le suivi.
on arrivera peut-être, comme je disais tout à l'heure, un jour à dire, bon, ça va se faire à l'intérieur de telles limites, on programmera peut-être à l'avance, mais pour le moment, on laisse aller le cœur. Monsieur Maton, chez Matpar, vous avez un peu la même approche. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la structure depuis au moins 40 ans. Non, on donne de la peinture. C'est pas... Non, mais on a cette habitude de recevoir des demandes et en général, nous ne faisons que ça, que donner ce que nous avons, c'est la peinture. Et nous ne le faisons pas de façon, c'est-à-dire que ce sont des demandes reçues par écrit à travers certaines personnes qu'on connaît ou des gens qui ont des employés qui ont des églises ou des choses, et par exemple des institutions scolaires. Et nous participons avec eux dans leurs besoins, surtout en nature. Et donc c'est ça notre... Plutôt dans une logique de proximité. Oui, proximité par rapport au personnel et aux gens qui sont membres de la direction, mais aussi proximité par rapport à la zone où nous nous trouvons. Nous sommes à Carrefour et bon, depuis quelque temps, la mairie de Carrefour nous demande pour le carnaval de Carrefour, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé. Et nous leur donnons de la peinture pour pouvoir faire leurs activités. Quelles sont vos motivations pour avoir ce mécénat de proximité? Bon, d'abord, mécénat, ce n'était pas le terme, parce que c'était... Vous avez appris ça comment avant de savoir que c'était du mécénat? Bon, on a appris ça. Colette qui est venue nous voir, elle nous a dit, ah, vous faites du mécénat. Ok, c'est très bien, mais c'était pas ce qu'on avait en tête. C'était plutôt aider des gens qui avaient besoin de ce que nous produisons. D'accord? Donc, c'est notre... C'est comme ça. Bon, parfois, nous donnons aussi en espèces, dépendant des demandes. Par exemple, dernièrement, le centre GESCO a fait une demande, mais on a participé. Et on a aussi participé avec la fondation, comment ça s'appelle? Haïti Action Artiste, exactement. On leur a donné de la peinture et on a aussi en partenariat avec eux et la peinture pour artistes qu'on a fabriquée pour eux. Donc, le tout pouillon. Oui, oui. Colette, aidez-moi. Oui, oui, non, ça va. Comment? Peut-être la production nationale de peinture. Oui, production nationale de peinture pour les artistes. Bon, actuellement, majoritairement, avant ça, toute la peinture était reçue de l'extérieur. Et avec Haïti Action Artiste, on a étudié et fabriqué, ça a pris pratiquement 2 ans, ouais, pour pouvoir atteindre ce que nous avons là maintenant comme un produit qui est aussi donné aux artistes et pour les artistes peintres pour les œuvres. Naturellement aussi, nous voulions offrir un cours de formation continue. Malheureusement, on n'a pas trouvé de techniciens qui puissent aider à la formation des peintres en bâtiment. C'était un projet qu'on avait avec Haïti Tech. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu se matérialiser parce que, bon, peut-être de notre côté, on n'a pas cherché parce que la personne qui s'occupe de ça a son travail et ceci rentre comme un travail supplémentaire. C'est pas un...
Non, je vous ai dit effectivement que c'était plutôt les jeunes, parce que bon, là, j'ai pratiquement 40 ans dans l'entreprise et depuis plus de 10 ans, plus que 10 ans, nous avons des jeunes qui nous ont rejoints et eux-mêmes, ils aiment se faire voir plus que moi. Oui, oui, exactement. Yeah. Donc c'est aujourd'hui peu formalisé, vous l'avez dit, mais vous m'avez dit aussi que c'était la première année que vous aviez un budget. Bon, on a établi un budget cette année et on ne faisait pas de comptabilité ni en montant de valeur et en montant de quantité de peinture qu'on donnait. On n'avait pas cette comptabilité, mais cette année, on va essayer d'atteindre un budget. Je ne sais pas s'il sera dépassé. Peut-être que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en général avec ces budgets qui sont pratiqués. Est-ce que vous aviez eu plus de demandes? Non, en général, ces jours-ci, nous avons pas mal de demandes. Bon, je pense que Michael, tout à l'heure, disait ça, qu'elle avait reçu beaucoup de demandes. Elle reçoit beaucoup de demandes. Tout le temps, on reçoit des demandes. Et il faut essayer de faire le choix et de savoir où on va donner ce qu'on donne. Et parfois, des demandes arrivent et ce sont des demandes qui sont en espèces. Et on les retourne aux gens en leur disant, nous, on ne donne que de la peinture. Nous ne donnons pas de valeur d'espèces et de valeur monétaire. D'accord, on reviendra sur ce point de la différence de perception entre la compétence et nature et le numéraire. Merci beaucoup. On va passer la parole à Monsieur Attier sur le volet de l'expérience de l'ESSI, qui est aussi engagé de longue date et qui a structuré au sein de sa fondation. Oui, donc effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait quelques années qu'on est engagé dans des activités qu'on a mis quelques années, pour lesquelles on a mis quelques années à se rendre compte que ça ressemblait à du mécénat. Et donc essentiellement en utilisant une ressource évidemment que nous avons naturellement au sein de notre organisation, qui sont les étudiants et les cadres de l'institution. Étudiants notamment qui sont relativement facilement mobilisables pour des activités de formation dans des communautés, dans des lieux défavorisés. Et je vais vous donner quelques exemples. Mais aussi les cadres de l'institution, dont certains sont toujours volontaires pour participer à des actions de ce genre. Alors pour vous donner quelques exemples, on a réalisé une formation en collaboration avec le MIT, mais je peux vous dire qu'on n'était pas là pour être un meuble. Avec le MIT, on a été très actifs. On a co-formé avec eux des jeunes de la communauté de Fondé-Blanc, une petite introduction au montage de circuits électroniques en utilisant des technologies aujourd'hui qui coûtent presque rien et qui permettent de faire des choses très très intéressantes. Vous avez probablement entendu parler du concept des Maker Labs, où on est en train de développer cette mentalité de maker un petit peu, se basant sur le principe qu'aujourd'hui on ne sait plus rien fabriquer, on est très mauvais avec nos mains. Nos parents, nos grands-parents étaient très bons, nous on ne sait plus rien faire, on est dans le soft essentiellement. Donc l'idée c'est de leur redonner cette capacité d'arriver à fabriquer des choses, quelles qu'elles soient. On est aussi intervenu sur des initiations à la robotique, avec des petits kits robotiques et à la programmation qui vient avec, pour des enfants d'école de la première année fondamentale. On l'a fait avec une école qui s'appelle l'école d'Agap, qui est financée par un groupe coréen, sud-coréen bien sûr, et qui est en charge de réintégrer dans le système éducatif des jeunes de la rue. Donc vous avez mélangé des jeunes effectivement en âge d'être en première année fondamentale et des gamins de 15 ans qui font 1m80 de haut. Donc vous avez un petit peu ce genre de mélange. Et on a fait des expériences intéressantes en exposant ces jeunes à ce type de montage pour se rendre compte qu'ils étaient aussi bons, sinon plus rapides, que des jeunes d'une école américaine, donc évidemment dans un environnement beaucoup plus favorable. Donc quelques activités comme ça, il y en a bien d'autres, des formations aussi pour des groupes d'artisans que nous avons fait il y a quelques années, à Valu,
l'association des artisans de Valu, je crois, elle s'appelle comme ça. Donc nos étudiants sont toujours très volontaires pour ce genre de choses, et certains de nos cadres aussi. Une autre activité qui permet de mobiliser aussi des ressources humaines, je dirais avec un investissement très faible et avoir un retour très important, c'est l'organisation d'activités appelées hackathon, donc, qui permet d'immerger pendant 2-3 jours des groupes d'étudiants en compétition entre eux pour développer un produit sur une problématique déterminée. Ils ont 2 jours pour le faire. Alors évidemment, la problématique doit être bien choisie. Hein. Il ne faut pas les envoyer à la boucherie où après 2 jours, ils n'ont rien fait. C'est des problématiques d'intérêt général. Alors je vais vous donner des exemples. Le premier hackathon qu'on a organisé, on l'a fait avec une organisation qui s'appelle Cofaviv, une organisation haïtienne qui s'occupe d'aider les femmes haïtiennes qui ont été victimes de violences et qui œuvrent sur tout le territoire. Le deuxième que nous avons organisé, on l'a fait avec la secrétaire d'État à l'intégration des handicapés, donc pour les personnes souffrant d'un handicap. Donc il s'agissait de développer des applications permettant d'adresser, ou en tout cas partiellement, cette problématique. Et les résultats sont en général très très bons. Donc voilà des moyens qui permettent de mobiliser des compétences à des coûts vraiment très très bas et de sortir en très peu de temps des choses qui peuvent avoir un impact important. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on est très souvent dans une logique en ce qui concerne le financement qui est indissociable quand même s'il est faible, de ce genre d'activité. Alors après, ça dépend de la taille de l'activité, du nombre de personnes qui s'y impliquent, mais on est dans un financement de proximité. On a besoin d'un montant X, on va voir des fondations, la fondation Unibank qu'on a vu ce matin, il y en a d'autres en Haïti, on va voir des chefs d'entreprise, mais ce sont toujours les mêmes. Ces gens sont sursollicités. On a un pool de ressources qui est fini, qui n'augmente pas très vite, vu que l'économie du pays n'évolue pas très vite, en tout cas pour l'instant, mais on a une demande qui augmente beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas se leurrer, il y aura de moins en moins d'argent, de plus en plus de demandes, soit des montants plus petits pour plus de gens, soit quelques montants importants pour beaucoup moins de gens. Donc on dispose aujourd'hui d'outils permettant d'aller collecter de l'argent en très petite quantité, au lieu d'aller demander 50 000 $ ou 10 000 $ ou 5 000 $ à une entité, on peut demander 20 $. Mais 20 $ multipliés par 10 000 personnes, à travers des outils comme le crowdfunding, etc. Alors je vais vous dire, ça nous a mis des années pour comprendre, pour que ça chemine un peu dans notre tête. Et c'est une des activités qu'on est en train de mener maintenant, c'est de mettre en place une stratégie de crowdfunding pour aller chercher l'argent beaucoup plus loin que dans nos réseaux et dans notre proximité. Mais là, ce serait pour développer du mécénat en numéraire plutôt. Ça serait pour développer. Oui. Alors, ça serait pour développer. Oui, c'est du numéraire à la base, mais ça permet de financer des activités de mécénat, même de compétences, parce que lorsque vous allez mener une activité à fond des blancs, il faut de la logistique, il faut de la nourriture, il faut du transport, il faut aussi donner un petit stipend aux gens qui le font, si ce sont des étudiants, etc., etc. Donc il y a quand même un financement. Lorsque vous parlez de 10 personnes, ça va, mais lorsque vous en avez une centaine ou plusieurs centaines qui sont impliquées, même en tant que mécénat de compétences, il y a quand même un aspect financier qui reste important. Oui, il y a de la logistique, il y a... Voilà. Et la dernière chose, c'est pour faire quand même un lien avec l'aspect culturel, l'une des questions que je me pose tout le temps, c'est quelle est la valeur ajoutée de la culture haïtienne par rapport à la culture sud-américaine, guadeloupéenne, martiniquaise, dominicaine. Si on veut vendre la culture haïtienne, qu'est-ce qu'on va vendre? Et l'une des niches que nous avons identifiées comme étant un espace de développement, c'est la numérisation de cette culture. Donc numériser, mettre cette culture en format numérique, y ajouter des scénarios et de la valeur ajoutée, bien sûr, est une niche que là aussi nous avons mis des années à comprendre, hein, bien sûr, c'est pas notre domaine direct, mais c'est une niche culturelle importante permettant de promouvoir la culture haïtienne et éventuellement en prenant même de l'avant sur d'autres pays de la région qui n'y sont pas encore. Donc vous prenez part à des projets de numérisation aujourd'hui, là aussi dans le cadre d'activités de mécénat? C'est un mélange. C'est un mélange. Prestation et... Oui, tout à fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ce matin aussi à travers le Ciné Institute de la diversification des modèles économiques. C'est vrai qu'on peut aussi réfléchir à tous les modèles générateurs de revenus. Mais restons focus sur notre thématique, donc autour du mécénat de compétences et mécénat en nature. J'aimerais déjà, est-ce que vous avez des réactions aux différents témoignages que vous avez entendus là, envie de réagir sur les expériences des autres? Non, je poursuis les questions. D'accord, très bien. On a vu principalement finalement
mécénat qui ont trait à votre cœur de métier. Est-ce que pour vous, c'est incontournable? Est-ce que ce mécénat de compétences est forcément rattaché au cœur de métier? Je vous pose cette question parce qu'on a eu, l'association que je dirige a eu un mécénat de compétences d'une grande entreprise française, et j'ai été surprise que certains salariés qui étaient consultants, etc., aient envie de venir repeindre des bureaux ou faire des choses qui n'avaient rien à voir avec leur métier, leur expertise. Donc est-ce que pour vous, c'est un incontournable que ce soit en lien avec votre cœur de métier? Je crois que Bernard, vous aviez un avis nuancé sur le sujet. Bon, c'est pas un avis nuancé. Je pense qu'effectivement, c'est lié à, enfin surtout si on l'appelle mécénat de compétences, c'est forcément lié à notre corps de métier. Nous vendons des services et nous sommes organisés pour la vente de ces services. Alors, effectivement, notre apport, notre contribution, ça peut être le même type de service que nous vendons dans certaines circonstances, mais très souvent, c'est toute l'organisation qui va avec. En fait, notre apport, souvent, c'est des moyens de transport, parce que nous avons une flotte de véhicules qui n'est pas toujours utilisée. Nous avons des chauffeurs qui sont disponibles et intéressés à se déplacer. Nous avons des moyens de reproduction, que ce soit la simple photocopie à produire des plans d'une région. Nous participons par exemple à l'édition des mémoires de maîtrise de Quisqueya, l'université Quisqueya pour la partie ingénierie, et nous contribuons en fait à l'édition des plans. Donc c'est toujours lié à ce que nous savons faire, parce qu'en fait ce que nous voulons offrir, c'est quand même une qualité dans le produit. En fait, je pense que le don de temps, donc ce qui s'appelle aussi mécénat de compétences, mais qui est vraiment de la mise à disposition de collaborateurs pour des choses qui ne sont pas forcément liées à leur cœur de métier, c'est quelque chose de très différent du mécénat de compétences cœur de métier. Je pense que ça dépend beaucoup des moyens qu'on a à disposition. Si on a dans un planning, on peut inclure une prestation gratuite. C'est plus simple que de mobiliser ses collaborateurs pendant une journée ou une demi-journée. Je crois que ça dépend vraiment du nombre d'employés qu'on a. Quand on en a 5 ou quand on a 1 million et qu'on a un service qui s'en occupe, c'est simple. Quand on est une PME, ça me semble plus difficile. Et le mécénat cœur de métier permet aussi de varier les interlocuteurs. Alors que j'imagine qu'avec de la mise à disposition, si on faisait ça chez Doublé, il faudrait quand même qu'on crée une histoire assez longue avec une association qui puisse toucher tout le monde, parce que il y a l'aspect du volontariat aussi, de l'engagement des collaborateurs, parce qu'on ne les force pas quand même à s'impliquer dans le mécénat. Voilà, je crois que c'est deux choses tout à fait différentes, et je parle pour Doublé. On fait très bien ce genre de choses-là. Donc autant le faire et l'offrir, autant rester sur ce qu'on sait très bien faire. Voilà. Pour rester sur la question des salariés et de leur perception du sujet, tu disais lorsqu'on a préparé ensemble qu'il y avait un enjeu, puisque c'est une structure qui emploie surtout des ouvriers. L'enjeu, c'est de dire à un moment donné, si on n'est pas capable de distribuer des primes en fin d'année, c'est parfois difficile de justifier ou d'expliquer la nécessité de faire ce genre de mécénat. Oui, la communication est très importante. Chez Doublé, il y a un atelier dans lequel il y a 70% de personnes qui impriment, qui font de la couture, qui font de la logistique, du transport. Et après, il y a tout un étage avec des cadres, de la compta. C'est des publics tout à fait différents. Ils n'ont pas du tout la même perception du mécénat de compétences. Ils n'ont pas du tout le même intérêt, mais de deux côtés. Vraiment, je n'ai pas vu de clivage ouvrier-cadre. Il y a des cadres, surtout les commerciaux, qui pensent que c'est de l'argent perdu.
Voilà. Et voilà, du côté des ateliers, il y en a qui trouvent que les artistes sont souvent un peu plus pénibles que les autres parce qu'ils sont extrêmement exigeants et que c'est pas forcément un cadeau. Voilà, je pense que c'est très important d'en parler beaucoup. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une belle réalisation, on fait participer tout le monde. On met des photos, on expose ça dans le hall, voilà, pour qu'ils voient un peu le fruit de, voilà, souvent du dur labeur que ça a généré. Donc le mécénat de compétences, on essaie de beaucoup en parler, mais je pense que justement le fait que ça soit lié au cœur de métier, c'est un peu à double tranchant. C'est qu'il y a justement l'aspect on aurait pu faire payer pour les gens qui n'aiment pas, et après il y a aussi, bon bah puisqu'on sait le faire, ça passe plus facilement, c'est pas comme une somme qu'on dégage, quelque chose en plus. Mais l'important c'est d'en parler. Madame Zouillon, sur cette question de la pédagogie interne, on a un peu abordé ce sujet en préparant ensemble le fait de faire comprendre aux salariés la démarche de la Fondation. C'est aussi quelque chose que vous faites au quotidien? Oui, bien sûr. Nous sommes que ce micro. Et justement, je me disais que chez nous, c'est un peu mélangé. Si on réfléchit aux produits, aux équipements électroniques qu'on serait en train de distribuer, cela va de soi que c'est le cœur du métier, c'est Compaïti, on fait des ordinateurs. Mais quand on pense à une pépinière d'entrepreneurs avec nos employés, ben, il faut qu'on aille chercher ailleurs parfois les connaissances, les compétences pour pouvoir renforcer nos compétences chez nous. Parfois, ce serait quelqu'un qui fait partie de la direction générale. Parfois, ce serait des époux, des amis ou des connexions. Donc, on est à la recherche de compétences pour pouvoir renflouer nos compétences. Maintenant, la deuxième partie de votre question a à voir avec les employés eux-mêmes. Les employés ne sont pas toujours convaincus qu'il faut aider un autre, qu'il faut donner ce pour quoi ils travaillent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de satisfaction à se retrouver en groupe à l'intérieur d'un club Compaïti et qu'on soit en train de faire un club de football, qu'on participe à des championnats de football. Cela renforce le sentiment d'appartenance entre employés. Ce n'est pas aussi évident quand on installe un équipement dans une école, bien qu'on ait pu équiper des écoles où des enfants, peut-être des employés seraient élèves. Bon, ça fait un peu plus de sens et ça a aidé en ce sens-là. Mais c'est ça, mais c'est progressif. La communication est importante. Et tous ceux qui veulent savoir ne sont pas nécessairement connectés dans notre cas. Donc la communication, c'est parfois du bouche à bouche. C'est de faire discuter entre nous. D'accord. Je vais vous poser une dernière question, puisque je vois que Anne me fait des signes. Si, tu m'as dit qu'il restait 5 minutes. Je voudrais vous poser une question un peu forme de provocation. Est-ce que, après avoir passé 3 jours avec des porteurs de projets qui recherchent finalement des financements pour faire fonctionner leurs entreprises, leurs associations, pardon, est-ce que finalement le mécénat de compétences ou mécénat en nature n'est pas un mécénat au rabais? Est-ce que, comment vous voyez ça? Comment vous justifiez ce choix? Oui, je lance le micro. D'abord, merci pour la provocation. Je dirais au rabais, ce n'est pas du tout au rabais, puisque nous sommes en train d'abord de donner ce que nous avons de plus précieux, et nous le donnons à un prix différent. Je ne pense pas, baïpiti pas chiche, hein, on dit chez nous. En d'autres termes, si on donnait, on ne peut pas comptabiliser ce qui est donné, puisque le fait même de donner est quelque chose qui est important. Bon, cela est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, le mécénat de compétences peut être traduit directement en valeur monétaire. Lorsque vous envoyez une équipe quelque part faire un travail, effectivement, l'une des réactions peut être de dire, bon, bah, puisqu'il m'envoie cette équipe et que j'ai rien ou pas grand-chose à payer, c'est que ça n'a pas une grande valeur. Alors qu'en réalité, si la personne sait ce qu'elle veut et sait encadrer cette équipe en vue d'atteindre des objectifs qu'il a dans son entreprise,
il peut traduire directement en valeur financière le travail qu'ils ont fait. Et il se rendra compte que ça lui coûte 10 fois moins cher que s'il engageait des professionnels pour le faire. Peut-être qu'ils prendront un peu plus de temps, ils ont un peu moins d'expérience, etc. Mais la réalité, à la fin, c'est qu'il aura son produit et il aura quelque chose de bien, qui fonctionne et qui lui aurait coûté beaucoup plus cher. Donc je crois que c'est une erreur d'interpréter le mécénat de compétences comme un mécénat au rabais, dans la mesure où il est directement matchable, si je puis dire, il a une correspondance directe entre sa valeur numéraire, qui est très facile à faire. Juste ajouter une précision, en fait, nous, on vend des compétences. Je peux vous dire que ça coûte cher. Tout à fait. Oui. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit quand on en a parlé en préalable, que finalement, cette démarche s'inscrivait dans le long terme et que donner de l'argent, pour vous, c'était plus une démarche de court terme et ponctuelle, comme les concours de beauté, vous m'avez dit, par exemple. Je ne savais pas qu'il y avait des concours de beauté par ici. Et Flavie, tu avais un message à passer aux porteurs de projets qui sont dans la salle, en particulier, en étant du côté mécène. Je tiens à préciser que Yael est en train de m'utiliser. Elle détourne une phrase que j'ai dite hier lors de notre rendez-vous. J'expliquais que pour moi, le mécénat de compétences n'est pas du tout un mécénat au rabais, parce que sur les projets, du moins chez Doublé qu'on fait, il y a un investissement qui, je pense, est 3 fois plus grand, notamment du fait que ils aient des caractères exceptionnels. Je ne suis pas sûre que pour un client lambda, même si on travaille et qu'on aime les clients et tout, je ne suis pas sûre que les designers auraient passé des heures à faire des essais, qui se seraient investis autant. On a eu des histoires qui se sont toujours bien terminées, mais avec des porteurs de projets pas forcément très respectueux des plannings. Et c'est là que commencent à arriver les tensions. Et ce que je disais à Yael, c'est qu'en fait, ce qui est difficile à gérer au niveau de la communication, c'est qu'à partir du moment où les équipes savent que c'est gratuit et le comprennent, et on est complètement transparent là-dessus, elles attendent beaucoup des porteurs de projets. Donc par exemple, en impression, quand on fournit 300 drapeaux à un festival, si on reçoit les fichiers 2 jours avant et que ça bloque complètement les ateliers, et ce n'est pas des gens qui vont à 17h01 partir avec une commande qui n'arrivera jamais, ça passe très mal. Donc nous, on essaie toujours de faire le tampon entre les artistes ou bien les institutions qui ne se rendent pas forcément compte qu'elles ne sont pas toutes seules à remplir nos ateliers et que derrière, il y a des clients normaux. Donc voilà, je pense que c'est très important, ce que je disais à Yann, pour les porteurs de projets, et je le fais dans le cadre de mes autres fonctions, d'être très respectueux de ce que demande le mécène. C'est-à-dire que si le mécène dit à telle date, ça doit être fait, voilà, venez chercher les choses à telle heure, il faut que ça soit fait, parce que compliquer les choses, en fait, dénature complètement la relation et met des tensions là où il n'y en a pas. Donc voilà, c'est aussi, moi je suis là pour ça, pour faire le tampon et pour mettre les barrières pour que tout se passe bien. Mais je pense que le remerciement et surtout envoyer des choses concrètes. Je disais à Yael, nous quand on a un artiste qui nous envoie un mot pour remercier l'équipe, qui envoie des photos de son œuvre, ça passe toujours très bien et ça rend les choses beaucoup plus concrètes et ça rend les gens très contents. Merci à tous. On a vu un grand point commun entre vous tous, c'est votre engagement et votre engagement dans la durée. Donc, poursuivez et plein de bonnes choses. Merci. Je pense qu'on est dans les temps. On va passer la parole à la salle qui s'occupe. Ah oui. Au revoir. Moi, je voulais juste qu'on revienne sur un terme qu'on a utilisé une fois, mais qui mériterait peut-être une définition, c'est le pro bono. Puisque je suis coupable. Le pro bono, c'est le terme anglo-saxon qui est utilisé surtout oui, mais c'est utilisé, si vous regardez des séries avec des avocats, les prestations pro bono, c'est les prestations gratuites. En France, c'est un terme qui est assez peu utilisé, parce qu'on a choisi, la législation a choisi mécénat de compétences. Donc voilà, pour moi, le pro bono, c'est une prestation gratuite, et
Comme on parlait de communication, quand on dit prestation gratuite ou pro bono, ça passe beaucoup mieux que mécénat. Oui, c'est vrai, ça facilite tout de suite les choses. Voilà. Mais il est où le deuxième? Ah, il est là. Oui, le terme pro bono est surtout utilisé par les avocats ici quand ils font du bénévolat, et surtout pour les fondations et tout ça. Mais je voulais mentionner, enfin je ne sais pas, je questionne et ce point, les stages, les visites d'entreprise aussi, c'est une espèce de service gratuit qui est donné et il n'est pas donné à tous les employés d'accepter d'en faire. Donc à l'intérieur de notre entreprise, et nous avons 2 types de stages. On aurait pu employer quelqu'un qui a déjà une compétence quand on a un employé qui va en congé. Quand on en a 500, ça fait beaucoup d'employés à aller en congé. Mais ce qu'on fait, souvent, on cherche dans l'entreprise s'il y a un employé qui est d'accord à avoir un étudiant dont il va prendre charge pendant qu'un autre est parti en congé. Et là, on n'emploie pas quelqu'un qui sait. Mais il faut vraiment trouver l'employé qui veut encadrer un étudiant. Et la deuxième chose, c'est pareil pour les visites guidées. Et parce qu'on fait de grandes visites guidées complètes de l'entreprise, et il n'est pas donné à tous les directeurs d'accepter de donner 2-3 heures de temps et faire cette visite guidée et laisser leur travail. Et également, il y a des départements où il y a des gens bien spécifiques qui sont d'accord à donner leur temps pour recevoir des étudiants, pour leur enseigner différentes techniques et équipements, etc. Donc, je ne sais pas, c'est un type de service qui se donne. Ça ne se donne pas dans toutes les entreprises, mais il y a des entreprises qui le font. Par rapport à ta question, Michael, et notre expérience avec les stages, les chefs d'entreprise ou les cadres d'entreprise reçoivent nos étudiants pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils connaissent Michael Sanatus, c'est une amie, ils ont beaucoup d'estime pour elle et ils ne peuvent pas lui dire non à sa demande d'offrir un stage. La deuxième raison, ils se disent Michael m'envoie de la main-d'œuvre très bon marché, qualifiée, qui est compétente, je vais pouvoir les faire travailler. Et là encore, valoriser ce qu'ils vont faire, ça a un équivalent argent pour moi. Si je devais faire ce produit, ça me coûterait $10 000, je vais le faire pour $1 000 pendant 3 mois de stage ou 4 mois de stage de ces étudiants. Donc il y a ces 2 perspectives. Mais malheureusement, très souvent, les responsables d'entreprise voient ça comme une faveur qu'ils vous font d'accepter des stages chez vous. Donc ils ne sont pas hyper motivés à mettre en place une structure d'encadrement pour l'étudiant. Il faut se battre pour trouver un encadrant qui va l'accompagner, qui va s'assurer qu'il définit un sujet de stage approprié, etc. etc. Donc l'acceptation en stage n'est pas difficile. La définition d'un sujet correct et d'un encadrement est le challenge. Et le moyen, un élément de solution à ça, c'est de faire comprendre à l'entrepreneur qu'il y a un intérêt financier pour lui, direct, à accepter cet étudiant en stage. Et une fois qu'il s'en rend compte et que le résultat est là, bien sûr, l'année d'après, c'est lui qui va demander à notre stagiaire. Parce que c'est de la main-d'œuvre bon marché pour lui. Ne nous leurrons pas là-dessus. Je pense qu'on n'est pas c'est pas tout à fait le même sujet, la question des stages et. Oui, pour le coup, il peut y avoir, lorsque, par exemple, quelqu'un d'une entreprise va former des gens d'une association, une expertise spécifique, ça peut. Là, on est, ou ce que vous décriviez auparavant sur vos professeurs qui vont former. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions autour du mécénat de compétences et mécénat en nature? Je voulais juste rebondir sur le mécénat de compétences. Je pense que je considère le mécénat de compétences comme étant le mécénat de la construction de l'avenir. Et j'ai bien aimé quand Bernard parle, ça coûte très très cher. Quand Bernard te met à la disposition quelqu'un pour faire une étude, ça n'a pas de prix. On n'a pas les moyens pour payer une étude approfondie.
Donc, tu arrives à trouver une structure qui met quelqu'un qui est extrêmement compétent pour répondre à des problématiques. Je pense que c'est fondamental. Et on doit donner une attention particulière au mécénat de compétences, parce que ça constitue la durabilité. Et si on veut aider vraiment des sociétés, une société comme Haïti, donc il faut baser beaucoup sur la compétence et avoir des structures qui possèdent la compétence et mettre à la disposition des structures. Je pense que c'est fondamental et on est en train de construire et rénover l'avenir en quelque sorte. Nous sommes d'accord. Il y a un terme que je vois revenir de plus en plus sur Internet, c'est le terme WECENA. W-E-C-E-N-A-T. C'est la contraction de web et de mécénat, qui est le mécénat dans l'ingénierie informatique, dans l'ingénierie des systèmes d'information, etc. Je voulais partager ça avec vous parce que j'ai découvert ça il y a quelques jours, donc c'est nouveau pour moi aussi. J'ai trouvé ça intéressant. Je voulais intervenir sur un point. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui auraient aimé faire du mécénat et qui ne savent pas s'y prendre. Donc là, je crois qu'il y a un créneau qu'il faut trouver une façon de les aborder, d'aborder ces entreprises. J'en connais plusieurs, ils sont d'accord pour faire des œuvres, donner un peu d'argent ici et là, mais qui ne savent pas s'y prendre pour un mécénat organisé à l'intérieur de leurs entreprises. Comment utiliser leurs compétences, comment utiliser leurs employés et les canaliser vers un certain mécénat. Donc je crois que là, il y a un créneau. Alors Marie-Pierre, je vais te renvoyer la question en demandant si les porteurs de projets savent s'y prendre pour aller à la rencontre des mécènes. C'est une relation à double sens. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a beaucoup d'entreprises qui font du mécénat sans mettre les mots dessus. Et l'important, c'est d'avoir une personne motivée. En fait, quand vous avez une personne qui est motivée, les gens, ça vient très vite. Pour moi, il faut que ça soit facile. Je lutte au quotidien contre l'abus de processus et de choses vraiment trop lourdes qui font peur aux gens. Parce que mettre des mots, même mécénat de compétences, faire des plannings, établir des budgets, je ne dis pas que c'est pas bien. Il y a un point où il faut le passer, et chez Doublé d'ailleurs, il y a un cap qu'on a franchi au début des années 2000, mais je pense qu'en fait c'est très facile, c'est un peu comme le vélo, on fait une petite opération, ça se passe bien, on en fait une plus grande, mais il faut vraiment persévérer et faciliter les choses, c'est tout. Je voulais rebondir, moi aussi, et parler d'un terme qui est essentiel, je pense à l'intérieur de ce mécénat, qui a à voir avec le leadership stratégique. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a ce leadership stratégique et qui se charge de ce projet, et qui se charge de la communication, et qui se charge de la motivation, et qui se charge du suivi, ça ne dure pas très longtemps parce que les moyens sont fort souvent pas là. Donc il faut avoir un Tesla, un petit moteur. Merci. Je vais rebondir une deuxième fois par une question pour l'auditoire. Et ceux qui viennent de l'étranger, ne répondez pas. Qui dans cet auditoire, qui gère une structure directement ou indirectement, donc haïtienne, qui fait du mécénat, qui a un mécanisme de capture d'argent qui soit simple et facile et transparent? J'ai 1 000 $ à vous donner maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui a cette structure? Je ne parle pas de crowdfunding ou autre, je parle vraiment en général. Qui a quelque chose comme ça? Je vous dis ça parce qu'après le tremblement de terre, j'ai reçu beaucoup de demandes de gens qui voulaient donner 500 €, 1 000 €, 200 €, 50 €, 30 €. J'avais aucun moyen de recevoir cet argent. Aucun moyen. J'aurais pu récupérer moi tout seul, à mon petit niveau, 300 000 à 400 000 €, en dormant très bien la nuit, sans me casser la tête, si j'avais une structure comme celle-là en place, qui soit crédible, également reconnue, etc. Donc je crois qu'un des éléments importants, c'est aussi ça, c'est de se... Et je ne vous jette pas la pierre, je suis coupable aussi, hein, c'est pareil, je n'ai pas levé le doigt non plus.
Mais je crois que c'est un des éléments importants en termes de crédibilité pour récupérer aussi de l'argent, autant ici en Haïti qu'à l'extérieur, que pour ceux qui ne nous connaissent pas, aussi, et surtout peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais qui pourraient adhérer à notre cause et donner un peu d'argent. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, disons. Monsieur, vous... Non, la question de monsieur, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. La question que vous avez posée à l'Assemblée. Si j'ai besoin de vous donner de l'argent maintenant pour votre organisation, pour votre projet, est-ce que je peux en 5-10 minutes vous donner cet argent de manière légale, enregistrer et être tranquille sur l'utilisation de ces fonds? Quel est le mécanisme? Oui. Si je suis maintenant à, je sais pas, à Pékin par exemple, et que je veux vous donner de l'argent, est-ce que vous disposez d'un tel mécanisme pour que je le fasse rapidement? Qu'est-ce que tu as dit, Marie-Claude? Oui, mais c'est pas une bonne réponse, Marie-Claude, parce que PayPal ne me dit rien sur ta capacité, sur la crédibilité que tu as pour utiliser mon argent. Alors, je ne parle pas de toi en particulier, évidemment. Hein. Et la fiscalité aussi. La fiscalité. Plus l'aspect fiscal, évidemment. Patrick, vous êtes en train de corroborer mon idée que c'est un mécénat au rabais, puisque vous revenez forcément vers le don d'argent, là. On était en train de parler du mécénat de compétences. J'y tiens. Comment ? Je crois qu'on peut apporter une précision ici aussi. On a un problème de compétences en Haïti. Donc, la compétence, c'est, oui, la formation qu'on peut acquérir dans un cadre formel, mais c'est aussi le savoir-faire. Et ce savoir-faire, je pense que plusieurs d'entre nous, on est là pour essayer de partager nos expériences ou nos tentatives pour essayer de mieux faire les choses. Et je crois que là, ça rejoint un peu la préoccupation de Patrick, parce que recevoir de l'argent, bon, ça c'est un élément, mais comment le gérer, comment le transformer et en faire un produit par rapport à l'idée de départ, il y a un savoir-faire et ça ne s'invente pas. C'est moi qui vous dirai. J'ai une question concernant le mécénat de compétences. Je sais que ce n'est pas directement lié au sujet, mais la question qu'avait posée Marie-Claude tout à l'heure sur comment convaincre les entreprises, comment convaincre ces entrepreneurs avec lesquels elle est en contact de donner quelque chose. Et je crois que notre capacité à recevoir ces fonds et à les gérer est un des éléments importants. C'est pour ça que j'avais mentionné ça. Je sais que ce n'est pas directement lié à la compétence. Bonsoir, je suis Fanor Lodrige, je suis chargée de projet à Vision, l'organisation Vision, c'est volontariat pour l'intégration et l'encadrement des jeunes. Donc Vision s'engage dans une dynamique de favorisation, émancipation et encadrement des jeunes. Donc ma question s'adresse, disons, principalement à monsieur. Et après l'intervention de Madame Sénatus, vous avez dit que, bon, si vous connaissez Madame Sénatus, elle vous envoie 4 jeunes, donc vous savez que vous la connaissez, et puis vous allez accepter quand même ces jeunes, puisque c'est Madame vous a envoyé. En tant que, disons, ambassadeur de la jeunesse, moi je suis ambassadeur de la jeunesse, donc en Haïti, nous constatons que majorité d'étudiants qui ont déjà bouclé leur cycle d'études universitaires, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des stages. Disons, s'il n'a personne pour lui référer à un chef d'entreprise, donc, disons, c'est une expérience vécue parce que j'en fais partie. OK? Donc, lorsque nous terminons notre étude, on a envoyé des CV partout et ailleurs. Disons, si on veut reprendre toutes ces CV on peut constituer même, disons,
un document volumineux avec ces CV. Donc, on nous a pas répondu. Et est-ce qu'il doit quelle politique ou bien que comptez-vous faire pour résoudre ce problème pour ceux qui n'ont personne, disons, parrainage pour vous envoyer un CV? Qu'allez-vous faire pour que vous puissiez savoir exactement, vous puissiez voir exactement les compétences? Parce que, alors, il y en a beaucoup entre nous qui sommes très compétents. Malheureusement, nous n'avons pas de marraine, nous n'avons pas de parrain pour nous recommander aux chefs d'entreprise. Et malheureusement, on a bouclé notre étude, on a beaucoup de projets, on a tout l'avenir à penser. Et personne ne nous voit, personne ne nous connaît pas. Et puisque nous ne pouvons rien faire, nous n'avons pas d'amis, donc rien, on n'a rien. Disons, que comptez-vous faire pour, disons, essayer de voir ou bien... je ne sais pas, mais je vous adresse la question, vous pouvez me répondre quand même. Merci. Bon, je peux vous parler de ce que je fais à mon niveau, de ce que nous faisons à notre niveau, au niveau de l'institution que je représente. Nous avons créé un espace des carrières avec une personne très compétente qui est en charge d'une seule chose, c'est d'établir les relations entre les jeunes qui étudient dans cet établissement et les entreprises, les organisations internationales, le secteur public. Et le secteur public est un gros employeur aussi des jeunes. Donc ça, c'est la première chose. C'est un travail. C'est pas parce que vous allez envoyer 1000 CV qu'ils vont prendre vos étudiants. Même si vos étudiants sont très bons, il est clair que dans les 1000 CV, il y en a qui sont brillants et qui mériteraient d'avoir des stages. Et c'est vrai qu'en Haïti, et d'ailleurs c'est pas vrai qu'en Haïti, c'est vrai partout, les choses se font par contact, par réseau. C'est une réalité, je ne vais pas vous dire que c'est pas vrai. Maintenant, le rôle de l'institution, c'est justement d'aider ces jeunes qui n'ont pas ces réseaux et ces contacts à faire le lien entre eux et ces chefs d'entreprise. Mais c'est un travail qui prend du temps. Il faut aller les voir, il faut aller les revoir, il faut leur envoyer de la documentation. Il faut peut-être leur proposer une prestation gratuite pour qu'ils voient que vous avez parce que s'ils voient que vous êtes compétent, ils vont se dire, ah tiens, peut-être que les étudiants qu'ils représentent aussi sont compétents. C'est une relation que vous créez, c'est une relation d'amitié parfois, mais c'est une relation que vous créez avec l'entreprise. Et ça prend du temps. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, parfois des années. Ça dépend de l'entreprise, de sa vision, de ses objectifs, des problèmes qu'elle rencontre, etc. Donc, si je vous disais que c'était facile, c'est pas facile. Et c'est vrai que ça se fait par réseau et par connaissance. Mais ces réseaux et ces connaissances, c'est le rôle de l'organisation de les mettre en place. Ça prend du temps. Et il faut des gens qui sont dédiés à ça. Ça n'arrive pas tout seul. Lien avec notre sujet. Je suis têtue. Non, mais parce que quand on avait discuté, vous m'avez parlé de ce problème spécifiquement pour les femmes qui finalement finissent leurs études ou qui ont des difficultés à envisager des carrières dans le secteur de la technologie. Et du coup, là, vous mettez en place une réflexion sur comment les accompagner. Et ça fait partie de votre mécénat de compétences. Vous avez aussi des réponses concrètes sur le sujet. Oui, la problématique, alors dans le secteur des sciences et des technologies, la problématique des femmes, vous le savez, dans le monde est une problématique. Il y a beaucoup moins de femmes qui s'y lancent que d'hommes. En Haïti, c'est encore pire. Les femmes ont une peur terrible des mathématiques, de la programmation et de ce genre de choses. C'est une affaire d'hommes pour les femmes haïtiennes. Alors que quand elles s'y mettent, elles sont 10 fois meilleures que la plupart des hommes. Hein. Attention. Donc je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Mais c'est une réalité. Alors, le rôle aussi d'une structure comme celle-là, c'est d'aller les chercher, d'aller les tirer et de les mettre en avant et de les exposer. Elles ont très peur de s'exposer. C'est culturel. Je crois qu'il y a un aspect culturel en Haïti qui fait que les femmes en général sont élevées dans un milieu où on met l'homme en avant et où elles sont supposées être l'ombre de l'homme. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais probablement vous voyez ce que je veux dire. Et ça, dans les sciences et technologies, on le vit. C'est pareil, ça nous a pris des années pour comprendre ça. Des années. On constatait que les femmes étaient toujours derrière. Elles avaient des bonnes notes en classe, aux examens, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais elles sont derrière, elles ne participent jamais aux activités, elles ne se mettent jamais devant pour expliquer, pour présenter quelque chose, etc., etc. Et le travail d'un espace des carrières aussi, c'est pas, ça me permet de faire ce point-là, c'est pas seulement de mettre en contact les étudiants et les employeurs,
mais c'est aussi de les aider à se présenter, de s'assurer que leurs CV sont bien préparés, de s'assurer que pendant une technique d'interview, ils sont capables d'aligner 3 mots en français correctement sans faire 20 fautes d'orthographe ou de sens ou de choses. Ce qui n'est pas évident. Vous pouvez avoir des étudiants qui sont techniquement incroyablement bons, et pourtant, devant une interview, ils vont se faire massacrer à chaque fois parce qu'ils ne sont pas capables d'aligner 2 phrases correctement, alors que techniquement, ils sont brillants. Et lorsque vous voyez ça arriver pendant un certain temps, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais que cet étudiant est bon. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un ensemble de ce que les Américains appellent les soft skills, qui sont extrêmement importantes. Comment se présenter, comment préparer une technique d'interview, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, comment faire un CV, il y a des formats, etc. Et je peux vous dire que quand vous voyez les premiers formats des CV qui sont préparés naturellement par les étudiants, vous avez envie de vous jeter par la fenêtre. Hein. Donc s'il n'y a pas une structure qui les prend en main et qui leur explique, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire, ils n'ont jamais eu à le faire. Et à leur place, on ne ferait probablement pas mieux. Mais si vous avez une structure qui leur explique comment faire, c'est très rapide, ils comprennent très vite, mais il faut leur expliquer. Mais si vous les envoyez directement devant l'employeur, 8 étudiants sur 10 vont se faire crucifier, alors que pourtant ils sont bons. C'est vrai aussi encore plus pour les étudiantes. Des structures, enfin des institutions qui ont une structure pour recevoir des fonds. Parce qu'aux États-Unis, il suffit que tu aies ce statut, enfin W, whatever, enfin CC, je ne me rappelle plus, ok, 501C, bon, bref. Et puis, bon, ça va. Et parfois, ils ne te demandent pas est-ce que comptablement tu es bien organisé. Il y a d'autres institutions qui sont auditées, qui sont des fondations auditées. Et là, ça, pour les grands bailleurs, ça va, c'est mieux ainsi. Mais il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas de structure comptable du tout. Et là, si elles n'ont pas de structure comptable, c'est impossible de vraiment recevoir des fonds. Donc là, je pense que la Fondation Culture Création a joué un grand rôle avec la Fondation de France pour aider celles qui n'avaient pas de structure. Mais j'aimerais bien comprendre ce que tu demandais quand tu as posé cette question. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si la réponse va te satisfaire, mais si je veux donner 100 € à la Fondation de France, par exemple, je parle sous leur contrôle, hein, je n'ai même pas besoin qu'ils soient là. Je vais sur leur site internet, ça prend 10 minutes, je donne mes 100 €, c'est terminé. Je sais que derrière, il y a quelque chose. Si je veux donner 100 € à la maison, je dis la maison canaise, mais ce n'est pas forcément un bon exemple, parce que je ne sais pas en réalité, je ne l'ai pas fait. Mais je dois aller voir Michael, je te fais confiance, je te donne un chèque, je sais que ça sera bien traité, etc., etc. Ça prend plus de temps, ça prend un peu plus d'efforts. C'était un peu ça, tu vois, le sens de ma question, la mise en place. Ce n'est pas la crédibilité du récepteur que je mets en cause, c'est la perception de crédibilité de celui qui va donner l'argent et qui ne nous connaît pas forcément. Parce qu'une fois que tu as puisé parmi tes amis, il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques fondations, il y a quelques entreprises, mais c'est un pool de ressources qui est incroyablement limité finalement, avec une demande qui croît exponentiellement chaque année, quasiment. Tu vois. Une des questions que je voulais vous faire valoir, qui est un point mais pas une question, le problème fondamental vient aussi dans la crédibilité du récipiendaire. Et que je suis à l'extérieur, comme vous allez le voir tantôt, je fais partie de ce qu'on appelle la diaspora. Mais quand on veut envoyer des fonds, on hésite de le faire. On hésite de le faire parce qu'on ne sait pas à qui on va l'envoyer. Alors combien de fois, surtout après le sinistre, on nous posait la question, finalement, de mon côté personnel, j'ai finalement trouvé des sources à qui envoyer ces fonds-là, mais c'est excessivement difficile. Surtout avec la presse que Haïti a. Vous savez bien que Haïti a très mauvaise presse à l'extérieur. On envoie de l'argent, on ne sait pas ce qui est arrivé. Un tel part un projet, oups, l'argent est dépensé. C'est toujours ce qui ressort. Malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est ce qui ne va pas qui ressort et ça fait la presse à l'extérieur. Donc, la crédibilité du récipiendaire est encore aussi forte que l'accompagnement. Là, pour les étudiants, vous avez parfaitement raison, ça prend une structure pour les accompagner, pour les faire avancer. Parce qu'ils n'ont pas cet outil-là qui est la moitié de l'entrevue, qui est la moitié de leur carrière, c'est d'être capable de se présenter. Ça, nous sommes d'accord. Mais pour ce qui est des remises de fonds, partez avec le principe que la crédibilité du pays, la crédibilité du récipiendaire, de chaque association. Tantôt, j'ai vu tout le monde lever la main, là. Effectivement, je dis tout le monde, tous ceux qui sont légalement attitrés à recevoir de l'argent, mais personne ne les connaît de l'extérieur.
ou même ici, on ne les connaît pas. Donc avant de commencer à envoyer des chèques à un tel, ou de dire à quelqu'un d'envoyer de l'argent, ce n'est pas si simple que ça. C'est une responsabilité qui est énorme. Donc il faut une institution, il faut une structure qui permet de dire, voici les associations qui sont agréées et vous pouvez le faire. C'est exactement l'objet de ma question. Alors, c'est important. Alors, Non, en fait, c'était l'objet de ma question initiale, c'est la mise en place de ce dispositif crédible qui permet de collecter ces fonds. Et vous avez magnifiquement répondu, décrit un peu le problème finalement. Mais un élément de solution, c'est de... Ce que nous avons fait dans le cadre d'une association dans laquelle je suis impliqué, une association liée à la technologie, c'est de créer un vis-à-vis étranger de cette association avec un groupe à l'étranger qui aide à favoriser cette crédibilité, qui fait un filtrage et qui va dire ces gens-là sont sérieux ou pas. J'ai une réaction par rapport à ça, qui est finalement le renforcement des compétences des acteurs à travers la formation. Lorsqu'on a fait ces 3 jours de formation avec certaines personnes dans la salle, un des gros, enfin la plupart des problématiques qu'on a soulevées n'étaient pas des techniques de fundraising, c'était plutôt comment vous vous présentez, comment renforcer votre légitimité, comment travailler votre structure, votre organisation, qui sont des préalables à les collecter. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, je me demande si il ne devrait pas y avoir là aussi un lien entre notre problématique initiale et le sujet. Je fais référence à ce qu'on appelle un peu la venture philanthropie aux États-Unis et qui s'est développée à travers le monde, qui est de dire finalement des acteurs du monde marchand peuvent accompagner cette montée en compétences sur des missions de management qui n'ont pas trait au cœur de métier, à la mission de l'organisation, mais plutôt à ses capacités à s'organiser, à se structurer, etc. Donc je pense que là, il y a vraiment tout un travail de renforcement des capacités des porteurs de projets et des organisations, bien avant de créer une sorte de guide star des organisations haïtiennes où on mettrait des étoiles. Je pense que vraiment, il faut prendre le problème à bras-le-corps et que la rencontre ne pourra se faire que avec la montée en compétences et des mécènes et des porteurs de projets. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de poursuivre ce genre de rencontres et de formations telles qu'on les a organisées avec la FCC, avec Anne, etc. Voilà, c'était la page de pub. Mais je pense que c'est important. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou on passe... Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, pardon, oui, j'avais... Oui. Est-ce que justement, on parlait de la Fondation de France tout à l'heure, ça passe pas par des organismes de contrôle ou alors que ce soit étatiques qui garantissent une certaine bonne gestion des fonds, etc., comme le fait la Cour des comptes en France, ou des organismes privés qui certifient finalement, qui donnent une sorte de patente bien gérée ou à financer, vous voyez? C'est une problématique multidimensionnelle. Il y a à la fois le cadre juridique et fiscal, il y a les statuts disponibles, il y a l'encadrement, enfin toutes les obligations en France. Effectivement, quand on collecte, on a un commissaire aux comptes qui certifie les comptes. Enfin, voilà, et ça, c'est cadré finalement par le législateur. Donc on en revient finalement à ce que notre intervenant d'ouverture soulignait, la nécessité de se doter d'un cadre qui permette de structurer tout ça. Donc il y a à la fois la professionnalisation et à la fois la structuration d'un cadre propice au développement du mécénat et de la philanthropie en Haïti. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un grand merci à nos intervenants, merci à vous. En effet, un grand merci aux intervenants, au public. Nous allons faire une petite pause avant de reprendre un autre thème
qui sera... En fait, les thèmes sont reliés les uns aux autres, comme vous avez remarqué. Nous avons beaucoup parlé du cadre, du contexte. Nous avons parlé ensuite de la culture, parce que c'est là où le mécénat est le plus visible. Nous avons parlé du coup de l'argent, des nécessités, des besoins, et par la suite, mécénat de compétences, mécénat en nature. Je crois que nous avons compris qu'il était important de savoir communiquer, et je crois que le débat qui vient, qui portera principalement sur le mécénat de la part d'une catégorie qui est très incontournable pour un pays tel qu'Haïti, qui est la diaspora, nous fera comprendre aussi combien ce thème de représentativité, de crédibilité et de confiance est fondamental, et que c'est ce que nous essayons tous d'établir ici. Merci beaucoup. Dans 15 minutes,